crois qu'on peut gentiment y aller. Ouais, ça marche pas. Là. 30, il y a le champagne, c'est ça. Tout le monde se fait la bise. Ok, bon, ben, bienvenue à tous à ce premier Brain to Brain dans la région lausannoise. C'est pour nous une chance d'être ici, dans un lieu mythique de l'entrepreneuriat roman, Coca. Et puis, un peu pour briser la glace, on va faire un petit jeu. Qui c'est qui a jamais commandé chez Coca? Lève la main. Ah, il y en a quand même. Bon, 3. Allez, maintenant là, on va faire bouger. Qui c'est qui a déjà commandé chez Coca? Voilà, bras gauche, bras droit. Très bien, top. Non, mais effectivement, c'est chouette d'être ici. Un lieu sympa, bien ouvert. Pour nous, l'association, c'est top parce qu'on peut tous vous accueillir. À Neuchâtel, le Brain to Brain, c'est dans un endroit un peu plus petit, donc on doit un peu plus compter sur qui vient, etc. Mais on va réitérer les sessions lausannoises. La prochaine fois, ce sera plutôt au centre-ville, mais on essaiera de revenir aussi ici. Donc on vous tiendra informé, ça se tiendra au rythme d'une fois par mois. Donc on pourra continuer le rythme de cette façon-là. L'association AI Suisse, pour vous donner une petite idée, ben, vous voyez la mission. Le but, c'est vraiment de démystifier un peu l'IA, tout ce qu'on en entend avec l'IA générative qui ne cesse de faire le buzz. On essaye de faire venir des experts. On n'a pas toujours la chance d'avoir une sommité comme Charles-Édouard qui va faire la présentation aujourd'hui, malheureusement, mais toujours des personnes intéressantes, que ce soit des chercheurs, des académiciens, des entrepreneurs, des gens qui ont de près ou de loin à voir avec l'IA, mais surtout quelque chose à raconter, que vous puissiez apprendre de leurs succès, de leurs erreurs, de leurs recherches, parce que c'est quelque chose qui bouge très vite, de plus en plus vite. Donc, profitez également de poser toutes les questions que vous avez pendant la présentation, quand il vous donnera le feu vert, mais aussi après. C'est ça le but des Brain to Brain, c'est qu'il y a une partie de 30 minutes qui est vraiment structurée, comme on va le faire maintenant avec la présentation. Et ensuite, une partie qui est vraiment ouverte, où là, on veut vraiment que les gens se rencontrent, se mélangent. À Neuchâtel, on a des gens de tout âge qui viennent, que ce soit de tous les horizons, des journalistes, justement, des entrepreneurs, de la recherche, etc. Tout le monde se mélange. Ça permet de bâtir des ponts, de starter des collaborations, mais aussi d'abaisser un peu les peurs. On a des fois des gens du public un peu plus large qui viennent, qui ont des préjugés sur l'IA, qui ont peut-être cette version un peu science-fiction de ce que c'est que l'IA. Ça permet vraiment en fait de rassembler un peu tout le monde, et c'est ça qu'on veut. Et donc, il y aura à l'issue de cette présentation une petite verrée. Normalement, ben, on offre les verres aux membres de l'association, donc n'hésitez pas à rejoindre l'association, mais tous ceux qui veulent boire un jus, on a des petits bons qu'on vous remettra, donc n'hésitez pas à passer vers nous. Il y a un autre slide qu'il fallait que c'est le QR code, c'est pour... Ah voilà, ouais, exactement, il est ici. On a un petit... non, c'est pas celui-ci. On a un petit questionnaire, c'est la première fois qu'on le fait, c'est pour ça que je suis un peu désorienté. Mais voilà, vous pouvez flasher ce petit QR code avec le dinosaure au milieu, très sympathique. Il s'agit d'un petit questionnaire que vous pourrez remplir, maintenant ou plus tard, pour qu'on apprenne en fait sur qui on a dans la salle, ce qui vous intéresse, pourquoi vous êtes là, ce qu'il faut qu'on développe, ce qu'il faut qu'on fasse mieux, qu'est-ce qui vous fera revenir, qu'est-ce que vous cherchez dans ce type d'événement. Donc n'hésitez pas à le prendre en photo pour plus tard ou remplir ça maintenant. Et dans quelques secondes, je vais passer la parole à Charles-Édouard Bardine qui se présentera lui-même. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc merci beaucoup Charles-Édouard, le micro est à toi. De rien. Du coup, je parlais d'erreurs, non, ça j'ai pas trop envie de faire, mais de ce que j'ai appris peut-être. Ouais. Je vais essayer de tourner ça pour voir aussi, voilà.
Merci à tous d'être venus nombreux ici, ça fait plaisir. Et on n'est même pas tous à Neuchâtel, je crois. Donc voilà. Désolé pour ceux qui sont là. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de gens de Neuchâtel. Les gars, on avait dit que les Brain to Brain de Lausanne, c'était pour les Lausannois. Donc bon, voilà. J'espère que vous avez tous trouvé une place quand même. Donc voilà, l'idée du Brain to Brain, c'est de mettre les cerveaux ensemble. On s'est dit que pour cette première à Lausanne, ou Busigny, je ne sais pas si on est toujours à Lausanne, ça serait pas mal de parler de l'ultime Brain to Brain qui est IA versus humain. Je ne vais pas me présenter, donner mon background. J'ai fait un peu d'ordinateur quantique, IA plus récemment, santé digitale. Je vais aller directement dans le vif du sujet, on pourra parler de nous plus tard. Et donc, j'aimerais parler du coup d'intelligence artificielle. Déjà, donc, on va essayer de, pour ceux qui viennent d'horizons différents, de poser, s'entendre déjà sur ce que c'est. Donc, c'est pas ChatGPT. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle aujourd'hui? Aussi apprentissage profond ou deep learning. C'est en fait, il y a plein de façons de le voir. Dans les médias, c'est tout et rien. Dans le domaine, c'est plutôt des programmes qui sont capables de se déformer. On dit d'apprendre par exposition à des données. Donc on peut les exposer à des montagnes de données. Évidemment, on a des puissances de calcul aujourd'hui qui permettent de faire ça. Que ce soit du texte, des images, des vidéos. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'autre. On essaye d'avoir de plus en plus de datasets qui sont, par exemple, d'interaction humaine avec du feedback, les mêmes genres de stimuli que nous, on a. Mais on n'en est pas là. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, qui est en gros l'Internet. Et l'idée de ces programmes, c'est de capturer l'essence de toutes ces données par exemple, en essayant de remplir des trous. Donc on fait des trous dans les données, on leur demande de combler ces vides. Et en faisant ça, ils structurent l'information utile qui permet de reconnaître une pile de données à autre chose. Donc tout se passe un peu comme cette citation de Rémi Gaillard, très célèbre, qui est que c'est en étant exposé à n'importe quoi qu'on devient n'importe quoi. Voilà. Donc quelques rappels à propos du monde, je pense que c'est important aussi pour poser les bases, qu'on soit tous d'accord sur notre réalité telle qu'on la conçoit en tant qu'humain. Donc déjà, bon ça c'est pour vraiment poser les bases des bases, mais je le fais quand même parce qu'il y a des grosses conférences dans le monde sur pourquoi la Terre est plate, donc bon, pour moi elle est ronde. Ensuite, tout ce qui est complexe, quand on parle de complexité, en tout cas en physique, mon background c'est plutôt physique quantique, donc voilà, désolé. Tout ce qui est complexe, physiquement en tout cas, est émergent. Et c'est pas émergent comme on voit buzzword dans l'intelligence artificielle un peu partout, dans le sens de ça, c'est produit par. On peut dire ça de tout, si on enlève émergent c'est pareil. Donc c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est que c'est émergent dans le sens où la description a de l'information nouvelle, elle découle pas des éléments qui sont sous-jacents. Donc c'est vraiment un phénomène nouveau qui émerge. Qui n'a rien à voir avec la théorie sous-jacente qui est d'échelle inférieure, par exemple. Et donc après, on a une réalité qui, à tous les niveaux, est cohérente avec les lois physiques, même que ce soit l'économie, l'argent, enfin tous les concepts qu'on a inventés nous, c'est quand même cohérent. Et si on prend cet ordinateur, par exemple, on pourrait demander à moi, je dirais, c'est un paquet d'atomes qui interagit. Un ingénieur, comme mon père, il dirait plutôt, voilà, c'est un circuit, il y a ces transistors qui fonctionnent ensemble. Et un utilisateur comme ma grand-mère, il dirait c'est des apps, quand je clique ça fait ça, etc. Donc tous ces niveaux de réalité sont justes, ils sont aussi justes les uns que les autres. Et si on parle aux trois personnes, ils ne peuvent pas expliquer le niveau de l'autre. Donc on a chacun, ça ne veut pas dire qu'on explique les choses à un niveau, par exemple la science elle explique plutôt la couche inférieure, qu'on explique tout le reste. Évidemment le cerveau ça fait partie de ce genre de discussion. Donc tout peut être décrit comme un programme, cerveau inclus. Ça, je sais que parfois c'est controversé, il y a des philosophes qui se lèvent. Mais je me défie n'importe quel philosophe dans la salle de prouver l'inverse dans un laboratoire. Actuellement, il n'y a personne qui l'a fait, c'est pour ça qu'on a une thèse qui s'appelle le Church-Turing, qui est étendue quantique aujourd'hui, qui inclut la quantique, qui montre qu'on n'a pas de phénomène dans la nature qui ne suivent pas cette thèse, qui est peut-être une loi fondamentale au final. Donc, et autre élément par rapport à la complexité, donc toujours pour aller vers le cerveau, c'est que souvent un programme complexe n'est pas simplifiable. Donc on a souvent, c'est issu des débuts de la science, on se dit on va
décomposer bloc par bloc. C'est comme le Human Brain Project, par exemple. Ils y croient dur comme fer. On va tout mettre en petits éléments, puis après on va remettre les petits éléments, puis on va comprendre quelque chose. Et il se trouve qu'ils se sont écrasés. Donc souvent, cette complexité émergente, elle n'a pas de description autre que le système lui-même. On ne peut pas faire de raccourcis. La science, elle simule, elle prédit parfois si ce n'est pas complexe à ce sens-là, mais parfois le mieux qu'elle puisse faire, c'est juste simuler et pas prédire. Donc on ne peut pas sauter à l'avance, prédire ce qu'un système va faire. Idéalement, si nous on est de cette nature-là, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a les clés de notre futur, qu'il n'y a personne qui peut prédire à notre place ce qu'on va faire, mais on n'en est pas encore absolument certain. Donc il y a deux façons de comprendre le monde et de créer de la technologie, c'est soit bloc par bloc, du coup contre nature, ou alors en laissant la complexité émerger de règles simples, comme la nature le fait. Et c'est ce que font quelques IA d'aujourd'hui, donc vraiment pas la plupart des choses qu'on rencontre. Et moi j'y crois vraiment les meilleurs de demain. Donc voilà, que faut-il pour comprendre créer par émergence? D'abord, il faut un bon programme déformable. Donc ça peut être un réseau de neurones artificiels. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Une machine de Turing, donc juste un ordinateur différenciable qui peut se déformer si on lui donne un objectif, ou un cerveau, par exemple. Et une bonne stratégie de déformation, évidemment. Donc il faut dire dans quelle direction ça va se déformer. Ça peut être une règle, ça peut être une dynamique simplement d'un système physique. On peut demander, on peut avoir des couches de médias différents et demander que par réfraction, la lumière qui passe à travers produise une image de soi, si on est un peu narcissique en plus. Et puis du coup, on peut juste optimiser, déformer la dynamique pour arriver à ça. Donc c'est du reverse engineering par déformation. On peut aussi avoir un objectif, en machine learning c'est beaucoup ça, une tâche, etc. Donc typiquement, voilà, le bon programme déformable aujourd'hui, c'est des réseaux de neurones artificiels qui peuvent représenter à peu près n'importe quel type de programme, et un objectif qui est d'optimiser à partir des données. Donc après, qu'est-ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici? Beaucoup de choses avec ça. On a réussi à faire des choses qu'on n'arrivait jamais avant. On arrive à faire des programmes qui se comportent comme un physicien face à des données du monde physique. Donc on peut exposer un programme à des mesures du monde physique et lui demander de retrouver les équations des cours de Feynman, par exemple. Ça a été fait. Ça marche extrêmement bien. Donc ça ne rend pas obsolète le physicien, mais le mathématicien un peu quand même. Ensuite, on a fait des docteurs qui répondent des programmes qui répondent comme un docteur face à un patient. J'ai mis comme un docteur parce que si jamais il y a des docteurs dans la salle, je ne veux pas les frustrer, les froisser, mais en réalité c'est mieux qu'un docteur. Parce qu'ils sont plus empathiques, ils prennent le temps d'écouter. Voilà, donc, et puis ils répondent juste parce que. Donc voilà. À des examens de médecine aussi, ils arrivent à atteindre des performances que parfois, voilà. Oui, ils boivent pas le soir entre deux cours. On a aussi évidemment créé des programmes, les superstars actuels, qui répondent comme un humain face à des questions d'humains. Donc ChatGPT et les autres. On a réduit l'IA à ça aujourd'hui, évidemment que c'est pas du tout ça, donc c'est la seule slide qui va parler de ça. Désolé pour ceux qui aiment le génératif, j'y crois pas du tout pour le futur, mais ça remplit évidemment beaucoup de besoins d'automatisation dans la société. Et puis après, ça va arriver des super collègues, on pourra avoir des ChatGPT qui connaissent tout d'une boîte, et puis on n'a plus besoin d'interaction avec tous les gens de la boîte. Des mentors pour la vie, on va avoir probablement l'équivalent d'OS, d'une IA qui nous suit, et ils sont en train de développer ça, les lunettes qui permettent, quand on évolue dans le quotidien, d'avoir un truc qui nous dit « Ah, là, attends, ce truc-là, il est en chinois, laisse-moi traduire pour toi », ou « Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est ta grand-mère, je sais pas », des choses comme ça. Et des partenaires idéaux, ça existe déjà, donc c'est aussi simplement converser avec quelqu'un qui, comme le docteur, est plus empathique, qui va, quels que soient les défauts de personnalité, dire « t'es génial », répondre proprement. Et à terme, des copies de soi, et c'est ça qui nous intéresse plus aujourd'hui. Donc déjà, on crée des programmes qui se comportent comme certaines parties de notre cerveau. Alors ça, moi, on dit ça comme ça maintenant, mais moi, c'est... peut-être ça vous fait pas ça, voilà. Moi, c'est pour ça que je fais un peu ça. Donc on a, grâce à ces technologies, une sorte de nouveau type de neurosciences, que j'appelle neurosciences à pas prix, voilà. Donc c'est que pour moi, mais si jamais vous voulez le disséminer. Donc on a un comportement, ce que ça nous a déjà appris, il y a beaucoup de papiers, ça fait presque 10 ans maintenant, depuis le début un peu de l'IA.
on a appris déjà une chose importante, c'est que le comportement qu'on a avec notre cerveau, il est extrêmement il contraint le type de calcul qui se fait. Donc c'est déjà réjouissant d'une certaine façon, parce que ça veut dire que le calcul n'est pas, il n'y a pas d'autres éléments que ce que le calcul fait. Donc si on peut observer ce qu'il fait, on peut peut-être décrypter le calcul. L'autre chose qu'on a apprise, c'est que le type de données compte plus que la manière dont on y est exposé. Donc par exemple, il y a des papiers qui montrent que au niveau langagier, si on a un LLM, enfin un grand modèle de langage comme ChatGPT, il a appris quelque chose du langage. Ça, on l'a tous vécu. Donc il y a une représentation du langage dans ce système. Bien sûr, lui, il a appris de tout Internet, donc ça n'a rien à voir avec la façon dont on apprend le langage. Par contre, on peut prendre en gros le réseau et l'utiliser pour prédire l'activation, les signaux, les réponses d'un cerveau à des phrases, par exemple. Et là, on voit, il y a des papiers qui ont été produits qui montrent que on peut reproduire très très bien, enfin comprendre par la géométrie que le réseau a appris les réponses du cerveau. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on a appris complètement différemment le langage, mais à la fin des fins, on a une géométrie qui est compatible avec ce genre de système. Et c'est pas n'importe quoi, parce que ChatGPT a entraîné à produire le mot d'après, mais si on fait des trous n'importe où dans une phrase, on n'obtient pas cette coïncidence avec les réseaux, avec un cerveau. Donc le type de tâche est aussi important, et puis probablement que ça a plus de sens, évidemment, biologiquement, de prédire le mot d'après quand on est exposé à du langage, peut-être qu'on anticipe un peu, et donc ça colle beaucoup mieux. Ensuite, autre gros apprentissage, enfin grosse leçon, c'est que la génétique, enfin, tout ce qu'on appelle l'inné en fait, l'évolution, on parle souvent de l'évolution a voulu que, etc. En réalité, c'est pas du tout le cas. Ça gouverne les conditions pour que durant la façon dont on grandit, on est exposé à des données, on puisse apprendre, enfin vous faire le bon type de calcul, mais c'est tout. Et il y a des arguments très simples qui permettent de le montrer, c'est que dans l'ADN actuellement, ça évolue pas très vite, on a 3 milliards de paires de bases à peu près. Donc une paire de bases, c'est 4 configurations différentes, donc c'est juste 2 bits. Et donc après, on a à peu près de l'ordre de 700 mégabytes d'informations possibles. Là-dedans, en plus, nous, si on regarde les autres espèces qui sont intelligentes différemment, on peut dire qu'il y a 1% qui diffèrent, donc ça veut dire qu'il y a peut-être 7 mégas de différence qui font notre intelligence. Évidemment que ça ne peut pas encoder toute la façon dont nous on fait le calcul dans les détails. Donc au mieux on a 7 mégas, et puis ça il faut le mettre en regard avec les modèles de langage aujourd'hui, les plus petits qui sont utiles, qui sont peut-être d'une dizaine de gigas. C'est gigantesque la différence. Donc au mieux, notre code génétique, tout ce qu'il fait, c'est dire, il y a cette couche-là, il y a ces éléments-là, qui composent la machine qui peut apprendre, et après c'est tout naît de l'exposition aux données. Et cette exposition, elle est aussi, souvent les gens disent, le GPT a été entraîné avec tout l'Internet, un enfant n'est pas exposé à ça. En réalité, c'est aussi l'inverse, c'est que l'enfant, à 2-4 ans, il a déjà plus de données que tout l'Internet reçu. Parce qu'avec toute l'information visuelle seulement qu'on reçoit, durant notre vie, c'est un flux constant d'énormément dans la rétine, il y a énormément de cellules. Donc si on fait le calcul, c'est déjà à 2 ans, on est à peu près au même niveau. Donc on a un apprentissage en fait qui est gigantesque, mais qui passe surtout par nos 5 sens. Et c'est là où actuellement ça pêche, parce que les datasets ne sont pas de cette forme-là. Et ensuite, l'autre chose qu'on a apprise aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire émerger du super-humain que de l'humain. Donc actuellement, en tout cas en neurosciences comme ça, si on prend une tâche qu'on veut résoudre, c'est très facile de faire des réseaux de neurones artificiels qui résolvent cette tâche nettement mieux qu'un humain. Ce qui est compliqué, c'est de contraindre, de trouver les termes qu'il faut rajouter pour que ça fasse cette même chose, mais comme un humain. Donc la difficulté, c'est pas, par exemple au niveau visuel, les réseaux de neurones actuellement, ils nous dépassent de très très loin. Ils dépassent même un aigle, enfin les meilleurs parmi nous, quoi. Donc c'est le jeu vraiment, si on veut se rapprocher peut-être, parce qu'on pense que la conscience elle est unique à nous, propre à nous, donc si on veut rapprocher à chaque fois de l'humain qui est vraiment collé à ces signaux, ces réponses qu'on observe du cerveau, c'est de trouver les bons objectifs pour que ces réseaux se déforment comme un humain.
Ensuite, donc, pour l'instant, on sait reproduire vraiment bien le type de calculs qui sont faits au niveau visuel et puis langagier. Et quand le reste, ben, il n'y a pas de barrière fondamentale a priori. C'est une histoire de collecter les bons datasets de nos 5 sens. Il y a des gens qui font ça, il y a Facebook, il y en a d'autres qui commencent à avoir des datasets d'interaction, des robots qui interagissent et qui, du coup, se créent un modèle du monde par l'interaction qu'ils ont avec le monde. Et puis plus tard, probablement avec du feedback si on a des robots qui permettent de le faire. Alors ça c'est beau, voilà, mais évidemment, il y en a peut-être quelques-uns scientifiques qui diront « ouais, mais show me the evidence ». Donc je pensais voilà, parler un petit peu de ce qui se passe vraiment. Donc là, on a, enfin, je vais vous passer les détails, mais en tout cas, il y a toute une panoplie de papiers qui existent déjà depuis, voilà, là c'est 2020, ça fait quelques années, qui démontrent vraiment très sérieusement cette émergence de parties visuelles, notamment quand on expose les réseaux de neurones à des images. Donc on prend juste même des images d'Internet, on n'a pas besoin de beaucoup d'images en fait. Et la structure qui émerge, la géométrie que le réseau apprend est vraiment très identique ou compatible avec la nôtre. Donc on a tout le cortex visuel primaire, secondaire, même jusqu'au stream qui permet de connecter à la planification dans la partie frontale. Tout ça, c'est relativement bien reproduit aujourd'hui. Ensuite, on a évidemment l'étape d'après, c'est les vidéos. C'est intéressant quand on a des vidéos. Là, c'est un papier qui a observé des gens qui jouent à Pong, enfin, simplement qui essaient de prédire où la barre va aller. Et on observe beaucoup plus d'émergence de parties profondes dans le cerveau grâce à ça. Ce qui est intéressant avec les vidéos, c'est que c'est un peu comme le langage, on essaie de prédire un peu la frame d'après. Et donc il y a une notion d'agency qui émerge, c'est-à-dire qu'on devient un agent dans le sens où on a plusieurs futurs qui sont produits dans notre cerveau, dans nos modèles du monde, et après on a la possibilité d'avoir un modèle qui agit, enfin, ou qui sélectionne d'une certaine façon ces différents futurs. C'est là que ça émerge. Donc ça ouvre tout un autre monde, des moments où il y a des prédictions sur différentes trajectoires possibles du futur. Et puis là, j'en parlais avant, on a aussi justement des prédictions de réponses langagières avec des grands modèles de langage. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de vraiment fondamentalement différent. Parce que là, c'est pas seulement les données qui comptent, mais c'est aussi la tâche qui est complètement différente et pourtant on obtient le même type de réponse. Donc comment on fait ça? Alors on parle d'IA générative et tout ça beaucoup. Mais ce qui prend le monde là, actuellement, c'est le self-supervised learning, donc l'apprentissage auto-supervisé. Et en gros, cet apprentissage auto-supervisé, c'est un apprentissage sans expert. Donc on n'a pas besoin de dire on n'a pas besoin de labelliser tout ce qu'on voit, les objets, etc. pour que le réseau apprenne. Ça marche aussi, mais ça marche moins bien, ça généralise moins bien. Et l'idée, c'est juste de trouver un objectif qui permet de structurer l'information qu'on reçoit. Donc ça peut être de séparer le bruit, de dire cette information où je rajoute du bruit et puis je dis enlève-le, ou alors je fais des trous comme on parlait avant, ou alors je dis je sais que comme en physique je vis à une certaine échelle, donc l'échelle du mètre, et ma réalité elle émerge à ce niveau-là. Donc tout ce qui est microscopique, j'enlève. Donc toutes les échelles qui sont inférieures, on a des façons de le faire en physique, ça s'appelle la renormalisation. Et on peut le faire aussi dans ces réseaux. Donc on peut non seulement enlever le bruit, mais on fait aussi toutes les échelles qui ne correspondent pas au niveau de réalité auquel on est intéressé. Et déjà en faisant ça, on compresse énormément l'information, on se rapproche de quelque chose qui est déjà quasiment, juste en faisant ça, proche de ce que le cerveau fait. Donc là, c'est un peu plus détaillé pour ceux qui aiment ce genre d'informations. En gros, la façon dont ça fonctionne, c'est extrêmement simple. On prend un réseau de neurones, donc là on a ces différentes couches, c'est un réseau super standard qui est utilisé pour des images typiquement. On l'expose à des données similaires à celles qui sont perçues par un humain. Ensuite, donc on entraîne ça, on expose pendant un certain temps. Le réseau se déforme pour mieux reproduire ces images, pour structurer l'information. Et ensuite, en test, on présente des nouvelles données au réseau à des humains. On mesure les signaux dans la partie visuelle du cerveau, donc là c'est derrière, et on essaye de calculer un score. Donc là il y a plein de façons de faire ces scores, mais disons globalement on trouve toujours une concordance entre le réseau et les réponses du cerveau. Là j'ai mis humain, mais ça c'est un primate en fait, donc le cerveau n'est pas exactement comme ça. Mais voilà. Et ensuite, si ça cancane comme un cerveau, disons, on peut se poser la question si c'est pas juste ça.
si ça fait la même chose qu'un cerveau en type de calcul. Est-ce qu'on a besoin de dire non, dans notre cerveau, c'est des signaux électriques biochimiques avec des spikes et puis l'information encodée X? Peut-être pas. Peut-être que c'est juste une autre représentation du même phénomène. Donc voilà. Donc en fait, l'idée un peu de tout ça, c'est que réduire un système complexe émergent à des constituants simples, ça ne veut pas dire le comprendre. Pour moi, le Human Brain Project, c'est une énorme une démonstration de ça. On met tout ensemble, on n'arrive à rien. On n'a pas compris plus qu'avant. Et on peut aussi faire l'inverse. Donc ça, c'est des papiers assez marrants qui datent un peu maintenant, mais 2017 celui-là. C'est un papier où ils ont pris le système, le chip le plus simple qu'on peut imaginer. C'est un vieux chip, c'est un jeu Atari. Donc il y a quelqu'un qui est en train de jouer à Donkey Kong sur une puce Atari, donc on comprend très bien tous les modules, la RAM et tout ce qu'il y a dedans. On a l'image, et puis après on demande à un gars de neurosciences avec les outils mathématiques qu'on utilise pour le cerveau, d'essayer de comprendre ce que ce chip fait. Et ben, ce papier montre qu'il arrive à rien. Il arrive même pas à deviner qu'il y a une cloque qui synchronise les signaux dans le chip. Donc, c'est juste pour dire que le reverse engineering, tel qu'on essaye de le faire pour le cerveau, quand c'est un truc complexe et émergent, ça ne marche pas bien. Donc moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Mon rôle, c'est surtout de trouver des architectures qui sont plus physiques. Parce que c'est comme ça que le cerveau structure l'information. Il n'y a pas autre chose que la physique au final. Les lois de la nature forcément structurent ça d'une façon ou d'une autre. Il y a des théories qui disent qu'on optimise l'énergie libre, ça apporte pas grand-chose, parce que c'est trop fondamental. Mais disons, il y a des objectifs qu'on peut imaginer. On les comprend déjà pour la partie visuelle et langagère, donc on peut imaginer que le reste va suivre. Trouver aussi des stratégies de déformation qui soient plus physiques, parce qu'on peut faire des trous comme ça dans les données. C'est ce qui se fait en machine learning. Ces trous, c'est en gros, si on fait des trous d'une certaine taille, on force le réseau à ne pas dépendre de l'information sous cette échelle. Mais si on structure du coup, comme on le fait plus en physique, de façon vraiment avec des principes physiques, ce processus-là, on peut vraiment découpler les échelles proprement et arriver mieux à ses fins. Et ensuite, pour mon domaine, en tout cas, c'est d'utiliser tous les super pouvoirs du domaine dans le domaine de la santé. Donc, juste brièvement quand même pour dire un peu ce que j'en fais concrètement. Donc, je travaille à 80% dans une start-up dans santé digitale qui s'appelle Domo Health, où on collecte justement des données du quotidien des gens, tout ce qu'on peut collecter par des apps mobiles, par des capteurs qui peuvent être sous le lit mais aussi portés, des données de l'hôpital, tout ce qu'on peut mesurer en fait du quotidien pour permettre de poursuivre les gens et puis répondre essentiellement à la question est-ce qu'ils vont bien à n'importe quel temps, faire des prédictions de santé. Et c'est en gros, donc la façon dont on utilise l'IA, c'est collecter toutes ces modalités qui viennent de l'hôpital du quotidien et les transformer par IA en faisant ressortir l'information utile pour en faire des rapports de suivi et ce qu'on appelle des biomarqueurs, donc des marqueurs de maladies spécifiques. Ensuite, j'ai une activité au CHUV, donc strictement en neurosciences, où je mène un groupe d'IA aussi pour ça. Et là, justement, c'est là où on se focalise sur ces questions d'émergence de parties de cerveau. Je voulais quand même vous montrer un exemple qui est assez intéressant à mon avis, qui est de détection de crise d'épilepsie. Donc si on prend l'état de l'art un peu de détection des crises, on prend plein d'électrodes sur le cerveau, on regarde, il y a un expert qui lit ces signaux, et un expert arrive relativement bien à voir les choses, un algorithme assez bien aussi. Par contre, c'est pas très pratique. Donc là, on peut voir qu'avec des signaux qui sont très indirects du cerveau, c'est quand même des signaux du cerveau, en périphérie, qui sont mesurés au poignet, avec une montre qui mesure la façon dont on bouge, l'accélérométrie, la température, des signaux cardiaques aussi, par lumière, on peut voir le sang qui passe. Donc c'est des signaux très indirects, surtout du système autonome. On arrive à, par apprentissage auto-supervisé, inspiré de la physique, des performances qui sont les mêmes que si on faisait superviser avec toutes les électrodes. Donc ça montre un peu le gain, juste en se basant sur des règles de la nature et en vraiment misant sur l'auto-supervisé. Donc là, ça donne juste, j'ai mis quand même des chiffres, mais disons, l'idée c'est d'avoir une bonne détection sensible à 90%, disons, des crises et des intervalles entre fausses alarmes. Ça, c'est très important pour les patients qui sont de l'ordre de 6 jours. C'est tout à fait acceptable.
Et pourquoi? Ben après, on peut regarder dans le réseau. Le réseau, l'avantage, c'est qu'il est complètement transparent. On peut aller voir exactement tous les poids, la façon dont il fait son calcul. Et si on fait ça, on voit qu'en fait, si on met toutes les séquences dans le temps qu'on a mappées, qu'on lui a appris à mapper ça, toutes ces séquences, à les mettre dans une représentation où il a structuré l'information, et on voit qu'en fait, les crises, simplement par apprentissage auto-supervisé, il les a isolées déjà. Donc il y a une structure différente qu'il a reconnue, juste en structurant sans expert, sans rien. Donc là, on a, dans le monde, on est probablement, enfin, maintenant qu'il y a ChatGPT, cette recherche-là, elle est passée un peu temporairement de côté, mais il y a beaucoup d'universités qui sont en train de créer ces fabriques de cerveau. On peut maintenant télécharger des parties de cerveau, donc les modèles visuels, langagiers, tout ça, on peut les télécharger. Et avec un bon ordinateur quand même, enfin, des données de sens humain, on peut a priori tous contribuer, parce que ce pipeline que je montrais d'entraînement de réseau, il est le même quels que soient les signaux d'entrée, donc on peut vraiment jouer avec ça comme on veut. L'idée, c'est, pour nous en tout cas en neurosciences, c'est de pas seulement faire le pas de transformer, puis de comprendre comment le type de calcul, comment il est fait, mais aussi après jouer avec. Par exemple, si on peut faire des AVC, des faux AVC, on a un système visuel qui est impacté, on sait quelle est la lésion. On peut imaginer prendre le réseau virtuel cette fois qui fait le même calcul, faire des trous dedans, regarder si on a les mêmes types de réponses. Donc on peut aussi imaginer des thérapies. On travaille beaucoup avec MindMaze par exemple, et puis eux ils font des jeux actuellement, donc des jeux très intuitifs où les thérapeutes ont dit voilà, c'est ça qu'il faut cibler pour le patient parce que XXX, on a vu durant nos observations que c'était ça qui était bien. Si on utilise ces réseaux, ils vont nous dire non, non, pour ce type de cerveau et cette lésion, il faut montrer un pixel rouge ici, un vert là, puis un bleu là. Il faut flasher ça un certain nombre de fois et c'est ça qui fait la thérapie. C'est des trucs qui sont hors de compréhension pour nous et qui marchent nettement mieux. Donc on a la possibilité aussi de développer des thérapies par ces méthodes-là. Donc il y a un beau futur qui nous attend, pas celui-là. Voilà, on y a. Et très content d'être là pour en discuter un peu avec vous. Et si vous avez des questions, enfin maintenant. Je pense qu'il y a moyen de donner plus de tickets à ceux qui posent des questions, peut-être. Il ne faut pas vous gêner, donc levez la main, sinon je vais en poser moi au début, mais est-ce qu'il y a déjà des questions dans l'assistance? Oui. Non, il y avait... Ah, quand même. Yes. Bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation. Hier même, il y a Google qui a lâché son modèle en grand public, un Gemini. Ouais. La question que je me pose, c'est par rapport à l'IA embarquée, par rapport au fait qu'on va rendre de plus en plus petits ces composants, jusqu'à quel point on pourra embarquer des modèles vraiment robustes, entre guillemets, par exemple sur son smartphone, vers où on se dirige, sans dépendre bien évidemment d'Internet, entre guillemets. Ouais. Alors actuellement, les modèles sont relativement petits. Il y a Mistral qui est très bon pour ça. Ils font des modèles qui sont de l'ordre de 7 Go qu'on peut embarquer sans problème. Après, ça c'est vraiment pour mettre dans des lunettes. Et c'est vers ça qu'on va. Mais si après on peut parler à un cloud, il n'y a pas de limitation. On peut faire des modèles beaucoup plus compliqués avec des mixtures d'experts. Actuellement, il y a un gros... ça a complètement dérapé. On oublie même de poser la question de base qui est qu'est-ce que ces trucs, sur quoi ils sont entraînés. Et puis après, nous, on doit se battre dans les hôpitaux, ailleurs, pour dire, les médecins arrivent et disent « Ah, j'aimerais maintenant ce truc-là pour que quand je vois mon patient, je puisse voir mieux quelles sont les trajectoires possibles. Cerner si c'est un truc rare, voilà, que j'ai des propositions. » Mais évidemment, ces trucs, le GPT est entraîné sur le mot d'après. Il n'est pas entraîné à prédire le temps jusqu'à un autre événement. Par exemple, on peut imaginer que une tâche plus d'intérêt en médecine, ça serait de prédire le temps avant qu'un truc se dégrade. Il n'est pas entraîné non plus de façon causale. Donc en médecine, tu ne prends pas l'information de ce qu'il y a après pour prédire l'avant. Donc il y a plein de choses en fait dans l'architecture de base qui n'ont aucun sens pour ces tâches. Par contre, nous, on pense que c'est ça, c'est la fin, et puis on va l'appliquer à tout. Ça fait des choses, mais ça ne fait pas tout. Et parfois, on essaie de patcher après. Donc ces mixtures d'experts, par exemple, c'est un point comme ça. C'est un GPT qui hallucine, donc vu qu'il produit le mot d'après avec une certaine probabilité, si on produit avec une certaine probabilité le mot d'après, à la fin des fins, on peut diverger. On fait une erreur à chaque étape, on diverge. Donc les mixtures d'experts, c'est arrêter à un certain point, puis réfléchir avec un autre, dire « Ah,
Est-ce que ce que j'ai produit, ça a du sens pour corriger l'erreur avant que ça diverge? Mais on peut aussi imaginer de faire de la correction d'erreur dans le modèle lui-même, que la production de ce langage soit directement corrigée, enfin, erreur corrected, quoi. C'est juste que les gens ne se posent plus la question. Donc on part c'est de l'ingénierie qui a pris le dessus là-dessus. Mais ça va de toute façon changer, parce qu'il y a toujours des gens qui travaillent sur ça. Une autre question là-haut. Entre-temps, je me permets de t'en poser une, vu que le cerveau humain fonctionne de manière très efficiente au niveau de la consommation d'énergie, par rapport à ce qu'on sait que l'IA générative consomme, est-ce qu'il y aura là aussi des avancées qui vont permettre d'être beaucoup plus performants en réduisant la consommation? Ouais, alors ça c'est... enfin, le truc c'est qu'actuellement même avec des GPU, des TPU, enfin des puces qui sont spécialisées pour ce type de calcul, on doit rester suffisamment flexible pour en représenter beaucoup. Donc on pourrait imaginer que s'il y a des modèles qui fonctionnent très bien, si on a un modèle fondamental, parce qu'à la fin des fins, quand on met toutes ces pièces ensemble, on va finir par aboutir à quelque chose qui est la base fondamentale, disons, de ce que c'est d'être un humain. Et après, on peut imaginer encoder ça sur des puces qui feront exactement ce calcul-là. Il y a des gens qui travaillent sur des puces neuromorphiques. Moi, personnellement, voilà, je trouve que ce n'est pas encore le moment, mais à terme, on pourrait faire, si on a vraiment un modèle fondamental comme un OS, comme un Linux, qu'on distribue à tout le monde, et sur cette base, après, on peut fine-tuner dans différentes tâches. Mais ce modèle de base qui fait le gros du calcul, il pourrait très bien être implémenté sur une puce qui fait exactement ça. Il n'y a plus besoin de flexibilité, il n'y a plus besoin d'avoir plein de transistors qui représentent une étape, on peut juste implémenter cette étape en silicone directement. Donc il n'y a pas de barrière fondamentale, c'est juste que le cerveau voilà, a fait les contraintes avec la capacité d'absorber, le fait qu'on ne puisse pas être si grand que ça avec la gravité qu'il y a, enfin ce genre de contraintes, quoi. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à... Oui. Bonsoir, je vous avais abordé le fait avant de dire que vous essayez de chercher des architectures plus physiques. Oui. Ça veut dire quoi? Je suis un peu un béotien, je veux savoir si vous pouvez développer un peu ce point-là. Alors, pour moi, quand je suis arrivé justement du monde algorithmique quantique à ce monde-là, j'ai été un peu bluffé par le manque de principes en fait, qui sont là-dedans. On essaye plein de choses, puis si on aboutit 1% mieux que les autres, on publie un papier. Mais on essaye, il n'y a pas de principe en fait. Il n'y a pas de réflexion de quelles sont les dimensions, les échelles en jeu. Tout le monde en statistique actuellement, en apprentissage statistique, en tout cas qui vient de ce domaine-là, parle de enlever le bruit. Mais en physique, le bruit, on enlève les échelles qui ne comptent pas. Le bruit, il y a du bruit même qui est utile, qu'il faut préserver pour la fonctionnalité, la réalité à une certaine échelle. Donc c'est pas du tout la même logique. La façon dont on comprend la matière autour de nous actuellement, la théorie qui marche le mieux, c'est le groupe de normalisation en physique. C'est comme ça qu'on comprend tout. Et cette structuration des corrélations, elle est extrêmement simple à faire. Alors nous, dans notre boîte, c'est ce qu'on a fait. On a fait exactement ça en self-supervised pour structurer. Et même des grands pontes comme Yann Lequin de Meta ou autres parlent du futur, d'une intelligence qui serait hiérarchique. Donc on aurait des réseaux un peu self-supervised comme ça qui sont hiérarchiques. Donc le but c'est pour faire un peu de la correction d'erreur dont je parlais avant, on peut imaginer qu'on a une prédiction du token d'après, enfin c'est pas vraiment, c'est de l'unité d'après, ça peut être du texte ou autre. Et pour corriger une certaine chaîne, après on dit on représente toute cette chaîne par un seul token de niveau supérieur. Et après le problème se pose encore, au niveau supérieur, il y a toujours cette divergence, donc on fait un truc hiérarchique. À chaque fois il y a un token qui représente tous ceux d'avant. Donc lui, il a présenté ça par exemple comme une architecture du futur qui fait ça, c'est vrai, mais elle n'est toujours pas selon les principes physiques. Donc on peut faire ça exactement comme la renormalisation fait, et on gagne. On gagne parce que c'est le monde physique qui fonctionne comme ça. Donc c'est ce genre de choses en fait, c'est juste penser aux dimensions qui rentrent en jeu, à ce qu'on essaye de faire au final, parce que parfois les gens mettent de la récurrence alors que ça n'a aucun sens, ils mettent de la causalité où il n'y en a pas, c'est tous ces éléments-là en fait, à la fin des fins, il y a une réalité qui est physique, on essaye de coller à ça, ou on essaie de produire un comportement physique, et il y a des lois, il y a des choses de base qui ne sont pas au niveau des équations différentielles de x, mais qui sont au niveau juste des principes à respecter pour que l'information, comme des symétries, des conservations, des choses comme ça. C'est ça que j'entends par ça. Il y avait d'autres questions? Sinon, entre-temps, une... Oui. Alors...
D'abord, merci pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Moi, c'était plus de me dire, là, vous avez parlé de recherche beaucoup dans l'idée de recouper des données, de comment les analyser, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des recherches qui se font, parce que j'ai envie de dire, dans l'inconscient collectif, c'est ça qui fait peur à tout le monde, où la machine prendrait elle-même la décision? Ou est-ce qu'il y a toujours un facteur humain dans l'idée qui pourrait contrôler ou contredire ce qui a été fait par la machine? Ouais. Alors, ouais, c'est effectivement quelque chose qui est à l'esprit de tout le monde. On peut faire que la machine prenne la décision. Si on fait une voiture autonome, c'est ce qu'on veut. Par contre, en médecine, typiquement, dans le contexte actuellement, c'est pas ça. Il n'y a pas de cadre régulatoire pour ça. Donc, on veut faire des prédictions, mais après, il y a toujours le médecin qui est responsable de si oui ou non ça a du sens. Mais il n'y a pas de barrière fondamentale. Les réseaux dont je parlais, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'humain. Donc, il peut planifier. Ça, c'est les parties qui manquent, qui émergent justement une fois qu'on a des datasets d'interaction. Cette partie de agency et puis de planifier, elle nécessite un truc hiérarchique et aussi des datasets qui sont de cette forme-là, où on a la possibilité d'avoir un feedback sur ce qu'on manipule. Donc ça va arriver. L'idée, c'est que vu que l'inspiration, c'est l'humain peut se tromper. Oui, alors oui, évidemment, mais par contre, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a plein de façons de faire de l'IA vraiment mal, mais il suffit d'en trouver un qui est bien. Et puis après, c'est celui-là qui sera l'OS pour tout le monde. Donc, et actuellement, c'est ce qui se passe, c'est que les gens disent « Ah, mais il peut y avoir des agents mal intentionnés sur Internet qui vont polluer, puis à la fin, tout le contenu sera sorti de ces trucs-là. » Tant mieux, parce que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'avant, il y avait des discours de haine, plein de choses sur Internet, et depuis l'arrivée des LLM, ça s'est inversé complètement, parce que les gros Facebook et tout ça ont enfin les moyens de faire un filtre global. Donc ce qui se passe, c'est que c'est en train de nettoyer l'Internet pour le mieux, actuellement. Donc je vois pas de preuve, en tout cas, que ça va dans un sens qui est mauvais pour l'espèce humaine, plutôt l'inverse. Ça donne accès à des ressources, comme je parlais à un mentor avant, dans l'éducation, il y a beaucoup de développement, il y a peu d'argent, donc c'est lent, mais à terme, on peut avoir quelqu'un qui, mieux qu'un prof qui a 20 élèves qui est crevé, sera là tout le temps pour dire aujourd'hui tu as appris ça, mais il y a un truc lié, etc. Et puis, c'est en train de se faire. Excellent. Par rapport au futur, un peu, tu as parlé notamment de certaines IA qui sont en train de développer et qui sont supérieures à d'autres. Tu as mentionné Facebook, je crois, mais c'est quelle entreprise maintenant que tu vois prendre en fait, l'ascendant sur les autres dans cette petite course Je pense, pour moi, c'est de très loin Facebook parce qu'ils sont à fond dans la recherche du self-supervised. Ça colle avec ce qu'on fait en neurosciences. Et ils ont quand même un pont qui va de la base, il est à la base de ces architectures. Pour moi, c'est de très loin la source. Et en plus, l'autre clé là-dedans, c'est qu'il est en train de driver l'open source. Donc Facebook mise à fond sur l'open source. Et si on y réfléchit, ben, tout l'Internet fonctionne sur l'open source aujourd'hui. Linux, à chaque fois qu'on veut faire un truc qui est à nous, on ne va pas prendre Apple ou Windows dans les entreprises, c'est plutôt pour bureautique et ce genre de choses, mais pour les applications comme envoyer des fusées ou autres, c'est Linux. Donc si on veut faire une OS de base qui est un modèle fondamental pour tout le monde, ça sera des couches au-dessus d'un certain truc open source au final. Et la raison est simple, c'est que l'accès aux données il est extrêmement coûteux, il n'y a aucune boîte en Californie, même avec les ressources qu'ils ont, qui auront la possibilité de produire ces modèles et puis les entraîner. Donc, ça doit venir de tout le monde, les datasets doivent être collectés par tout le monde, doivent être postés, doivent être curés par tout le monde, et c'est déjà en train de prendre le dessus actuellement. Quand on voit des gars comme Mistral et autres, il y avait un gap, les modèles open source sont peut-être 2 ans derrière en performance, actuellement c'est en train de se resserrer, et puis c'est en train de partir dans l'open source complètement. Donc là, ChatGPT, ils font de l'amélioration, ils te demandent de temps en temps ton avis, si oui ou non ça a généré le bon truc, mais ils ne révolutionnent pas l'architecture derrière. Donc on arrive à saturation actuellement, on ne se rend pas compte, on se dit ça va être comme ça tout le temps, mais non, ces trucs-là, ils ont une architecture qui est extrêmement limitée, donc on arrive à saturation très vite, ce sera un peu plus fin parce qu'ils auront plein de couches pour dire attention là tu as parlé de ça, tu n'as pas le droit, donc c'est toute la réaction en fait, du reinforcement humain qui sera derrière, mais il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, donc c'est pour patcher, c'est juste des patchs à un bateau qui coule. ChatGPT est déjà en train de couler. OpenAI, s'ils ne changent pas leur architecture, ils sont voués à disparaître, bien sûr. Vas-y, je voulais investir chez eux. Mais... non, mais là, c'est encore le moment, mais pour moi, il n'y a pas photo. C'est une histoire de quelques années, mais voilà. Et justement, alors, dans quelques années, tu vois comment le breakthrough, la nouvelle révolution, le nouveau truc qui va tous nous concerner, qui va nous émerveiller. C'est difficile
difficile à prédire, mais je pense Comment que... ça, tu sais pas? Je pense que déjà, quand on aura ces IA sur nous, un peu comme on a un iPhone, déjà là, ça sera un landscape complètement différent, que les gens auront appris tout ça, donc ils ont la capacité à entraîner pour divers métiers des couches supérieures à ce qui sera produit open source. Par exemple, de Meta, ils ont déjà ces lunettes, hein, ça, c'est en train d'être développé. Potentiellement aussi, on peut mettre des électrodes, ça se fait aussi au CHUV, pour mesurer certains, avoir un feedback du cerveau. On peut faire beaucoup avec ça, c'est juste que actuellement, il y a ça qui est possible, mais après, le développer dans chaque industrie, c'est long, c'est juste très long. Dans la médecine, c'est très très long, dans d'autres, il n'y a même pas d'argent. Ça sera drivé d'abord par les choses qui créent de l'argent, donc en finance, c'est déjà exploité à fond, mais ça prendra du temps. Donc il faut des ingénieurs, déjà, il faut former des gens en ça, et après, dans chaque métier, aller systématiquement, comme des personnes la font, avec leur boîte, et puis éduquer, et puis déployer ces choses. Voilà. Je vais repasser le micro. Tu avais une question, hein? Ouais, c'est juste une demande de complément d'information. Juste entre-temps, vu qu'on... J'ai l'impression qu'en fait, on va arriver à des choses toujours un peu plus invasives, presque, si on s'approche un peu du cerveau. Toi qui adores la régulation et l'éthique, non, mais comment tu vois en fait ce qui a déjà été fait comme pas avec, par exemple, l'Union européenne pour la régulation, par rapport à la Suisse, par rapport aux États-Unis, à la Chine, etc. Comment tu décris un peu le paysage là? Je pense que nous, on n'est pas très bien avec notre fédéralisme, parce que ça prend du temps à s'accorder, c'est un cauchemar. Aux États-Unis, la logique, c'est je te poursuis en justice à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort qui touche relativement à mes données. Donc eux, ils sont en train de se tirer dessus. Ici, c'est compliqué de s'accorder. Et puis à côté de ça, il y a des modèles qui marchent, qui sont... en France, c'est relativement bon, parce qu'ils ont compris qu'en fait, pour préserver la culture et puis faire rayonner, il faut avoir des IA qui viennent du pays pour entraîner puis affiner avec la politique et juste la culture du pays. Et il y a au niveau régulateur des gens qui sont, comme le Japon ou autres, qui sont nettement devant. Eux, ils ont dit, si c'est disponible sur Internet l'information en soi, si j'entraîne quelque chose dessus, c'est bon, c'était disponible à la base, j'ai fait le travail en plus, pas de problème. Donc même si c'est des données d'une boîte ou autre, s'ils étaient publics, ça reste public. Donc il y a des solutions très simples, mais après ça dépend de la culture, si on aime... parce qu'il y a aussi il y a beaucoup d'intérêt, évidemment, quand on est aux États-Unis, il y a des grosses dynamiques d'avocats et autres qui veulent tirer leur épingle du jeu, tout ça. Donc au final, ça va payer des gens pendant un certain temps avant que la poussière retombe, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça le landscape. Donc ici, on aurait intérêt à, déjà, en santé, c'est compliqué de même digitaliser, de faire un truc cohérent entre cantons, c'est vraiment assez un cauchemar à ce niveau-là. Donc on en est très loin. Malheureusement. J'ai une question. On a eu c'est un paysage idyllique, tout le monde, voilà, une belle nature. Le slide avant, il est aussi intéressant. Ouais, La question, c'est quelles sont les potentielles projections dans ce sens? Et est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle que ce soit Facebook qui soit au gouvernail, étant donné que leur infrastructure ou leur gestion de manière générale des données est pas forcément des plus adéquates? Ça c'est juste, mais par contre, à moins qu'il ait une crise cardiaque ou autre, le gars qui est aux commandes actuellement, il va pas dans les grosses conférences, prenez le Facebook, il va dans des universités, et si vous regardez, c'est en ligne. Moi je suis fréquemment, parce que les avancées en self-supervised, c'est souvent lui qui les fait, enfin Facebook. Il s'en fiche complètement du business, et même on l'a forcé à rajouter des slides sur l'IA générative. Il déteste ça, il n'y a pas de futur, il le voit aussi. Donc ils sont en train de driver en open source ces modèles-là pour inclure les architectures du futur, mais lui, son but c'est de démocratiser, toute son activité c'est ça. Donc tant que ça ne change pas de commande, en tout cas, de guide, je pense que ça va continuer, et ils ont un modèle qui marche du feu de Dieu, parce qu'ils peuvent se concentrer sur les étapes d'après, en fait, d'affiner ce modèle de base qui propose à tout le monde, et puis d'être au cœur de l'action, parce que si on le fournit, puis qu'on dépasse OpenAI, puis qu'on a tous ces partenaires qui peuvent l'exploiter sans coût, par le coût évidemment de déployer ces choses-là, qui coûtent quand même quelques centaines de francs par mois pour avoir les GPU pour le faire tourner. Voilà, donc je pense que moi ça va clairement dans cette direction-là, c'est déjà comme ça, c'est déjà actuellement comme ça. Et donc eux, ils font un énorme travail, et heureusement qu'ils sont là, franchement, parce que
Sinon, Google en plus, ils ont une code, j'espère aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens de Google ici, mais la code base est aussi relativement vieille par rapport à Meta. Il y a un gros travail de dette technique, à mon avis, aussi à ce niveau-là. Le Gemini, ouais. On peut en parler, mais il n'y a rien de révolutionnaire. C'est le même type d'architecture avec des coups de retard. Le Gemini Ultra, on attend de le voir. Hein. C'est toujours comme ça, souvent avec Google. Encore une fois, j'espère qu'il n'y a personne. Et il y a beaucoup de communication publique avant même d'avoir montré le truc. Donc on ne sait pas ce que ça va faire en réalité. Mais moi, je pense que je mise sur les technologies, enfin, les architectures qui ont du sens. Et puis quand on voit que Facebook, par exemple, c'est les premiers à avoir créé ce dataset de vidéos open source, c'est un énorme pas. Ça montre que eux, ils veulent faire de la recherche au niveau international avec ça. Donc en lâchant tout en open source, on va dire, ces intelligences artificielles, ça induit aussi que toute personne aura des armes entre ses mains pour faire le bien, pour faire le mal. Et pour faire le mal, entre guillemets, comme ce beau scénario, qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer dans un scénario catastrophique? Je pense que pour toute personne avec un mauvais IA, il faut une personne avec une bonne IA. Non, en réalité, on ne sait pas, mais on n'en est pas là, parce qu'actuellement, ils ne font pas du tout ça, il n'y a pas de raisonnement, c'est hyper facile de hacker un GPT. On peut s'amuser à lui dire, par exemple, j'ai sorti du four un truc chaud, mon four est à 250, est-ce que je peux le prendre? Il va te dire non. Par contre, tu dis, j'ai sorti du four hier un truc, mon four est à 250, il va dire, ah, tu peux pas le prendre aussi. Parce que le dernier élément, c'était 250 degrés, donc lui, c'est directement probabilité que ça soit chaud encore, c'est bon, quoi. Donc il n'y a aucune réflexion là-dedans. C'est bien pour faire de la poésie, pour remplir une page blanche de base, un peu randomiser nos esprits, puis automatiser certaines choses qui sont très linéaires. Mais ça ne fait pas ce qu'on pense. Donc faut pas oublier ça. Mais par contre, ce qu'on pense, c'est possible de le faire, c'est juste qu'on en est loin. Ouais. Et il faut voir du côté plutôt de NeuroAI, c'est le vrai nom de neuroscience. À mon avis, ce qui se passe est du côté de l'open source pour les autres avancées. Parfait. Il y a encore une question là-haut. On peut continuer toute la nuit, hein, mais Pas moi. on va vite aller en On parlait tout à l'heure, quelqu'un en public parlait de l'intelligence collective. Oui. Et si on prend l'exemple dans la recherche de la médecine, est-ce que toutes les intelligences artificielles qui se développent actuellement, est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer, enfin vouloir et pouvoir communiquer ensemble dans le bien d'une recherche dans une maladie ou d'un patient en général? Parce qu'actuellement, j'ai l'impression que c'est encore un peu plus la concurrence qui se fait entre ces différents programmes, en tout cas peut-être pas forcément dans la médecine, mais dans d'autres domaines, clairement, qui est le premier à sortir le meilleur programme. C'est qu'un jour, ils vont créer une intelligence collective. Oui, alors ça c'est justement les systèmes d'argent où chacun a un peu sa propre... est guidé par ses buts et puis ils travaillent ensemble. En médecine, je le vois pas tellement parce que j'ai l'impression que si on a du personnel partout, c'est juste pour interagir au niveau humain avec les gens qui sont dans différentes pièces. Mais si on veut centraliser l'information, on peut le faire. On n'a pas besoin d'avoir des IA qui se parlent ensemble. On peut juste centraliser tout, avoir une IA qui fait les prédictions pour tout l'hôpital, ou même qui intègre pour tout le pays, en fait, comme on essaye de faire avec des centres de data science qui remontent toutes les données et puis qui travaillent dessus. Donc ça peut être très centralisé. Par contre, si on veut préserver, à terme, ce sera comme ça, parce que si on veut préserver les règles par pays, qu'on soit en Iran, ici, etc., on n'a pas la même culture, donc chacun de ces mondes va développer son propre agent, son propre IA qui représente le pays, son truc de base, qui sera après étoffé en accord avec les régulations locales, etc., pour tous les métiers du contexte. Et ces trucs-là vont être en conflit, évidemment. Après, qu'est-ce que ça va faire? À mon avis, ça va simplifier au niveau démocratique aussi, parce que il y a deux extrêmes. C'est soit il y a une IA globale, puis du coup, si on fait un patch une fois, et puis ça devient mauvais, c'est pour tout le monde la fin. Donc on ne veut pas ça. Après, il y a le système d'IA où chacun a une IA, puis il y a le collectif qui émerge. C'est pas forcément bon non plus, parce qu'on voit maintenant avec le réchauffement climatique et d'autres choses, il n'y a pas forcément une IA qui guidera le collectif. En fait, il n'y a pas forcément cette émergence de collectivisme qui sera là. Donc il faut faire un peu. Alors là, c'est où le système suisse peut-être marche bien. C'est un truc entre deux, en fait. C'est un truc où il y a une certaine granularité, comme 7 personnes qui gouvernent, et puis qui s'accordent quand même, qui a une possibilité de discuter pour pas cristalliser le système ou avoir des dérapages comme ça. Et
Excellent. Encore une question, et puis... Je dérive un petit peu, mais j'aimerais savoir si, puisque vous dites que c'est possible de créer un cerveau humain, est-ce que c'est possible de créer la conscience aussi? Oui, alors là, bon, j'ai pas dit cerveau humain, j'ai dit partie visuelle et langagière. La conscience, il y a des modèles qui sont relativement simples aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui viennent de philosophie, ça, on peut les jeter directement. Parce qu'en fait, c'est bien. Enfin, pour moi, ouais, ces trucs-là sont de l'ordre d'une discussion de bar. C'est intéressant pour brasser des idées, mais à la fin des fins, on met dans un laboratoire, ça marche pas. Donc, il n'y a jamais eu un truc qui ressort de ça. Par contre, il y a des modèles relativement soit de théorie de l'information, soit de neurosciences. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, dans le sens où dès qu'il y a un agent qui a ces couches de planification dont on parle, donc ça prendra quelques années, il faut que des gros comme Facebook voilà, qui font ça. Après, on a la notion d'agent qui émerge, et si on a un autre module qui prend les prédictions de différentes parties du cerveau et qui essaie de les accorder, on a une espèce de cohérence, enfin de partie qui peut réfléchir sur elle-même et se dire, ah, elle n'a pas conscience du calcul qui est fait, par exemple, sur la partie visuelle ou langagière, mais elle a la capacité d'agréger un peu cette information et d'y réfléchir. Donc c'est ce qui se passe dans le cerveau. Souvent, on pense qu'on prend une décision, mais la décision est déjà prise par les couches inférieures. Ça, on peut mesurer. Donc quand on veut prendre un truc, avant qu'on soit conscient de ça, c'est déjà fait. Donc le module qui crée la conscience, c'est une espèce de partie qui réfléchit après sur le truc qui a déjà été fait et qui agrège, qui donne de la cohérence à tout ça. Il y a des modèles, par exemple la machine de Turing consciente, qui font ça. Est-ce que c'est la bonne? Aucune idée, mais en tout cas ça crée cette collectivité qui émerge, cette espèce d'orchestre, de chef d'orchestre qui comprend, qui agrège les résultats des différents modules sous-jacents. Ça peut être que ça, ou ça peut être plus compliqué, mais disons c'est une des dernières parties qui va émerger, j'imagine. Une fois qu'on a les parties de planification et autres, il faut mettre aussi intelligemment les couches de mémoire, parce qu'on a une mémoire qui est pas forcément de la forme d'un ordinateur. C'est là où c'est plus facile de faire du superhumain aussi. Donc il y a une espèce des règles à mettre sur la rétention d'informations ou pas. Et la conscience, ce sera là. C'est quand on met toutes ces pièces, à mon avis, que quelque chose émergera, peut-être naturellement, où il faudra rajouter des ingrédients, mais on en est assez loin. Mais je pense pas qu'il y ait de barrière fondamentale. Nous, on en fait tout un plat, mais peut-être que c'est juste émergent comme le reste. Enfin, ça doit, mais après, quelles règles? Je pense qu'on fera un brain to brain sur la conscience, ça c'est clair. Je vais juste remettre l'image un peu plus sympa, qu'on finisse sur une bonne note. Justement, le futur, on ne sait pas de quoi il sera fait, mais ça se développe de plus en plus vite. Moi j'ai 2 petites filles maintenant, il faut que je leur dise de faire quoi plus tard. Je pense que c'est important de les exposer justement à contre-courant de la science actuelle, qui est de décomposer pour comprendre, déjà de leur faire comprendre que ça marche pas, et puis d'essayer de les faire jouer à des trucs où elles génèrent en créant, quoi. Donc il y a beaucoup de trucs. Il y a Lego. Comment? Et Lego. J'ai pas compris. Ouais, les Lego, ouais, c'est... Non, essayer d'exposer un peu à des jeux très simples. Il y a des jeux où, avec des petites règles de programmation, on a déjà le jeu de la vie, ce genre de trucs, des choses extrêmement complexes qui émergent, juste que ça soit imprégné, qu'en fait le monde fonctionne comme ça, leur rappeler un peu les règles du jeu. Et après, quand ils y aillent dans l'IA ou n'importe quel domaine, il y a une réflexion scientifique derrière. Ça, si c'était des gens en politique, ça en bénéficierait tous. En médecine, pareil. Donc, il ne faut pas voir, à mon avis, ces trucs-là comme l'apanage de la physique, des maths ou autre. C'est le monde réel, donc tout le monde devrait être exposé à ce genre de jeu. En fait, on devrait avoir ça comme formation de base dans tous les domaines. On peut déjà enlever la philo, comme ça on a de la place. Et puis, et voilà, donc, bon, désolé encore une fois, je pense que je me fais pas toujours des amis, mais... Il y a combien de philosophes dans la salle? Ça va. 4 quand même. Non. Donc voilà, je pense que c'est juste que les règles du jeu soient claires, quoi. Qu'elles soient en cohérence avec le monde réel, au moins ça. Ouais, donc les jeux vidéo, finalement, c'est déjà un bon début. Selon lesquels, ouais. Okay. Bon, je vais arrêter la privée de jeux vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, très sérieusement, quand j'étais à Caltech, on avait développé des jeux qui sont sur Minecraft, c'était aussi initié par Google, ou de Quantum Chess. C'est par le jeu d'illustrer des règles, justement de comprendre ces règles de base du monde par le jeu. Donc on peut faire ça avec l'IA, on peut imaginer des choses comme ça, où on comprend un peu mieux comment l'organisation se fait. C'est pas... Voilà, il faut réfléchir, il y a des designers ici, ils peuvent faire des jeux pour que les enfants, ça soit naturel quand ils arrivent face à ces trucs, qui peuvent même
Bon, ça existe déjà un peu, mais jouer avec des règles simples et puis laisser les réseaux s'entraîner pour qu'ils fassent un truc. On peut faire des choses comme ça. On s'amuse avec beaucoup de boîtes consommationnelles avec des petits circuits électriques à monter. Bon, ok, c'est électrodynamique, ça fait un moment quoi. Faut inventer dans cette direction-là. On peut faire beaucoup de choses en éducation, je pense. Ouais. Parfait. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ta salive et tout. Là. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ça aide dans le barbier. Non, effectivement, maintenant c'est la partie plus humide où on va pouvoir monter du côté du bar. On se réjouit tous. Si vous voulez être au courant des prochains événements, n'hésitez pas à suivre le compte LinkedIn ou directement aller sur le site web. Prenez votre membership pour les prochains Brain to Brain. Il y en aura un dans 2 semaines à Genève. Ensuite, ce sera nouveau Neuchâtel et ensuite de nouveau Lausanne. Donc tout ça vous sera communiqué. N'hésitez pas. Maintenant, même si vous avez fait peur jusque-là, maintenant vous pouvez aller prendre des tickets soif chez lui. Et puis ensuite, je me réjouis de parler avec vous au bar. Bonne soirée à tous.